conduite est un comportement qui parfois peut trahir l'homme. Ainsi, face à ce fait, la fermeté de l'âme lui permet de résister aux circonstances susceptibles de l'ébranler. Mesdames et messieurs, cogiteurs et cogiteuses, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Cogito. Le thème de ce soir est « L'inconstance est si naturelle à l'homme que la constance est une exception ». C'est une citation d'Eugène Marbeau, un écrivain français qui a vécu de 1825 à 1909. Pour argumenter le débat de ce soir, nous avons les cogiteurs suivants, je cite. Il y a Jerry, Aaron et Pacifique. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Oui, toujours. Et à ma droite, il y a Simon qui revient après plusieurs temps et Élie, ainsi que Aristote. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Pour rappel, le thème de ce soir est « L'inconstance est si naturelle à l'homme que la constance est une exception ». Que vous inspire cette citation d'Eugène Marbeau? Êtes-vous d'avis que la constance est une exception et que l'homme est inconstant? Aristote, on va commencer avec toi, ça va? Ça te va? Oh bien, lorsque on évoque ces sujets, je pense même aux dispositions juridiques où on pose les principes et une exception. Mais moi, je pense que cela pourrait s'articuler aussi tout autour de la sphère politique, dans un sens où on pourrait voir certains paramètres qui dirigent la vie politique. Dans la politique, bien sûr, il y a certaines situations, il y a des considérations, il y a des structures et aussi il y a des principes. Alors, parmi les principes, il y a la réelle politique qui fait assez que certaines personnes pensent, et c'est même entré dans le lexique politique moderne, quand on dit la politique est dynamique, c'est un principe plus ou moins moderne de la politique. Et puis, cet adage où cette citation de l'auteur de ces jours a posé un petit bémol pour essayer un peu de mettre un peu l'eau dans le vin, d'apprécier, n'est-ce pas, ces dynamismes-là de la politique, d'apprécier certaines circonstances au regard de certaines valeurs comme la loyauté, la fidélité et la constance aussi, qui est une exception qui a été posée, qui est des artères politiques, nonobstant le dynamisme de la politique, nonobstant le changement des situations, nonobstant les circonstances qui ne sont pas statiques, mais ils peuvent quand même, au nom, n'est-ce pas, de la loyauté, au nom de la fidélité, n'est-ce pas, au nom des valeurs, qui peuvent quand même tout au moins demeurer constants pour les besoins de la cause. Et je pense que ça fera une bonne affaire pour la marche de notre société dans un élan de quiétude, de paix et puis de sérénité. Ok, merci Aristote. Jerry. Merci. Je pense que l'auteur a raison. Aristote parlait de fidélité. Je reviendrai sur la fidélité. L'inconstance est la nature de l'homme, que la constance est une exception. Molière disait déjà lui-même que ne vous moquez pas de mes contradictions parce que l'inconstance est une nature humaine ou est de la nature humaine. Il est vrai qu'à ce moment-là, parce que inhérent à la personne, l'inconstance devient une vie. Mais à un moment, l'inconstance n'est pas que vertu. Tout comme la constance n'est pas que vertu. Je pense à partir de ce moment pour venir où Aristote était, parce qu'en parlant de politique, la constance, si c'est la persévérance, oui, mais si c'est la persévérance dans le mal, je pense que ce n'est pas une vertu à soutenir. À partir de ce moment, je préfère comparer constance à fidélité. Balzac disait, le problème des hommes, c'est de ne pas faire la différence entre la constance et la fidélité. S'il s'agit de rester fidèle à ce qu'on croit, fidèle à ce qu'on prône, c'est une bonne chose. Parce que la fidélité appelle même, quand comme mot dynamique qu'utilisait Aristote, appelle même à la flexibilité, à l'adaptabilité dans certaines circonstances. Par contre, la constance veut qu'on ne puisse se plier à rien d'autre que dans ce qu'on est en train de croire. C'est vrai que c'est de la nature humaine, l'inconstance est une exception, mais dans le cadre politique particulièrement, ça peut aussi être une vertu que de ne pas être inconstant quand on est dans le mal, et d'être constant quand la constance rime à la fidélité, à ce qu'on croit, à ce qu'on prône. Ok, merci beaucoup. Aaron?
Oui, merci Clémentine. D'entrée des jeux, je dirais que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette pensée de l'auteur, dans la mesure où il confère un sens un peu... il donne une nature de prédestination au concept de la constance et de l'inconstance. Je ne pense pas que l'homme est naturellement prédisposé à être inconstant et que la constance serait alors quelque chose qui soit très-recherché. Donc je crois que, en m'appuyant même sur la philosophie existentialiste, où il y a l'énoncé qui dit que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'on existe d'abord et après on donne un sens à son existence. Je crois que c'est l'homme lui-même qui définit en fait le profil qu'il veut. C'est l'homme lui-même sur base de valeurs intrinsèques qu'il prône, qu'il décide d'être constant ou pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas naturellement inconstant pour que la constance soit quelque chose de rare. Mais seulement, il est aussi important de signaler que cette notion de constance et inconstance, elle est aussi relative. Dans quel sens? Je peux paraître inconstant vis-à-vis de vous, par exemple, mais par rapport à moi-même, je suis constant. Même en politique, peut-être que lorsque je reconnais certaines valeurs en vous, je m'attache à vous. Et bien, les jours où je constate que vous ne défendez plus ces valeurs, je vous quitte, n'est-ce pas? Devant l'opinion, ça va sembler que je suis inconstant parce que j'ai changé des camps, mais en réalité, je suis resté constant par rapport à moi-même. Donc, c'est quand même important de faire cette démarcation pour bien expliciter les choses. Ok, merci. Aaron vient de faire une démarcation de la citation d'Eugène Marbeau. Es-tu du même avis que Aaron, Simon? Premièrement, je commencerai à dire que aussi bien l'intervention d'Aaron que le sujet lui-même sont suffisamment complexes. Est-ce que l'homme est naturellement inconstant? Je ne le pense pas. Mais je pense que l'auteur a quand même une partie de la vérité parce que l'inconstance, dans une certaine manière, pourrait être l'apanage de tout être raisonnable. Parce que l'homme réfléchit, l'homme décide, l'homme prend des décisions sur base de la situation qu'il rencontre, sur base des événements auxquels il fait face, sur base d'un grand nombre d'impondérables quelquefois. Et c'est ça qui fonde l'action de l'homme. Ce qui fait qu'un homme ou une personne qui a pris une direction donnée peut, après un certain temps, se rendant compte qu'il s'était trompé, pouvoir changer de cap. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut qualifier d'inconstance. En d'autres termes, comme Jerry venait de le dire, l'inconstance n'est pas toujours un vice. L'inconstance peut être pris également comme étant, comme vous l'avez un peu dit, je vais le paraphraser un peu autrement, comme un peu cette habileté à pouvoir revoir ses décisions au regard des circonstances. Mais quelquefois, l'inconstance peut devenir un vice. Quand est-ce qu'elle devient un vice? Lorsque certains demeurent constants dans leur inconstance. Ça veut dire que lorsqu'à un moment donné, l'inconstance rime avec le tâtonnement. Tu peux aller plus rapidement? Oui, je disais que l'inconstance peut parfois rimer avec le tâtonnement, comme un manque de certitude, comme un manque de sérénité, au point que l'on ne sait pas où se poser, l'on ne sait pas où se positionner, et finalement, on est un peu partout, au risque de n'être nulle part, finalement. Ok, merci. Élie. Merci pour la parole. Je crois que je vais rester un peu plus général. La situation de l'auteur, elle est un peu complexe, comme l'a dit Simon. Mais ce qui m'a plus tiqué, c'est le mot naturel et exception. Exceptionnel, pardon. Exception. Oui, voilà. Dans cet extrait, ce qui est naturel à l'homme, moi je crois que c'est ce que l'homme peut détecter en première vue. C'est-à-dire, par exemple, le monde qui nous entoure, il est en perpétuel changement. Il suffit qu'on regarde à droite ou à gauche, on constate que le 21e siècle est complètement différent du 20e et ainsi de suite. Alors c'est ce qui nous est naturel. C'est facile à comprendre, à voir d'un premier coup d'œil. Mais ce qui est exceptionnel, c'est ce que moi j'appelle une réalité. Parce que la réalité en soi, elle est constante. Là, je vais rejoindre la célèbre phrase du chimiste, malheureusement que j'ai oublié le nom, qui dit « Rien ne se crée,
rien ne se... Lavoisier. Lavoisier, voilà. La loi de Lavoisier. Voilà. Rien ne se perd, rien ne se crée, Tout se transforme. C'est-à-dire on est dans une forme de constance en réalité. Mais dans ces cycles-là, en fait, un observateur, comment je peux dire ça, un observateur isolé dans ces cycles ne peut que constater une sorte de sommation des variations. Alors, ce qui est naturel, c'est ce qu'on peut voir d'un premier vue, et ce qui est exceptionnel, c'est ce qu'on peut voir après avoir déployé beaucoup d'énergie. Voilà comment je comprends la citation de l'auteur. Ok, merci Elie. Au regard des propos de tous tes prédécesseurs pacifiques, est-ce que l'homme politique congolais est constant dans ses prises de position? Merci Clémentine. L'homme politique congolais constant dans ses prises de position, je ne pense pas forcément, parce que nous devons faire une sorte d'analogie entre la réalité et ce que nous sommes en train de parler, ce dont nous sommes en train de parler, parce que quand il faut voir l'aspect de la constance de l'homme politique congolais par rapport à la réalité, nous ne pouvons que déjà d'entrée de jeu dire que c'est une question de la prise de conscience, c'est une question, comme les amis l'ont dit, de la sérénité. C'est-à-dire, lorsque on ne pense pas à honorer les paroles, à honorer la réalité de ce que nous sommes en train de promettre, lorsque nous raisonnons en termes de nos propres biens, de nos propres richesses, cela ne va pas forcément nous pousser à rester dans ces vertus, tout ce dont les amis ont épinglé ici. Et donc dire que l'homme politique congolais serait constant, cela ne pourra simplement nous pousser à voir la réalité, puisque aujourd'hui, on voit combien sont dans une sorte de papillonnage. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une telle idéologie, demain, on va dans une autre, parce qu'on est en train de poursuivre des objectifs propres à sa famille, propres à son ventre. Donc cela nous pousse simplement à dire que la constance au regard de l'homme politique congolais serait beaucoup plus dubitative, parce qu'elle est beaucoup plus liée à un sentiment personnel qu'à la vertu qui consiste à rester dans ces idéologies, parce que quand on voit les exceptions en termes de la politique, il y a de ceux-là qui ont quand même fait des exceptions, qui sont restés fixes, et c'est cette exception-là qui a fait qu'aujourd'hui, on parle quand même d'eux. Donc quand on voit peut-être, je vais aller plus vite, ceux qui ont été constants, je prends l'exemple du patriarche Antoine Kizenga. Il a voulu travailler seulement avec ceux qui sont élus. Il en a commencé avec Lumumba, il a travaillé avec Kabila en tant qu'élu, et encore de ce grand patriarche Tshisekedi, c'est-à-dire rester dans une sorte d'idéologie et demeurer là jusqu'à l'infini. Et c'est, pour moi, je dirais que c'est ça une bonne constance pour un homme politique congolais par rapport aux autres qui ne poursuivent que de buts particulièrement oligarchiques, permettez-moi. Merci beaucoup, Pacifique. Aristote. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais essayer de répondre juste rapidement, parce que j'ai été cité, je crois, il s'agit de Jerry Aaron. Pour le premier, là, je voudrais juste passer en revue, c'est juste... Peux-tu répondre à la question? Je réponds à la question, relever juste à l'attention de mon confrère, que j'apprécie bien quand il tient parfois, n'est-ce pas, une apparence d'être mon contradicteur, pourtant dans le fond, il n'en est pas le cas. Alors, par rapport à Aaron, là je le rejoins rapidement, lorsqu'il a parlé de la constance et de l'inconstance par rapport à certains objectifs. On a déjà passé ce sujet-là. Est-ce que tu peux répondre à la question? Il avait donné l'impression comme si j'avais dit que la constance serait des choses relatives. Donc, alors, je voulais préciser ceci. J'aimerais qu'on puisse placer la constance, comme tu l'as dit, raison pour laquelle j'ai dit je le rejoins, dans un cadre référentiel. C'est-à-dire, lorsque je me dis, par exemple, on prend le groupe de G7, ils s'est fait constat avec le chef de l'État par rapport à leurs objectifs, leurs projets de société et tout, nous allons respecter la Constitution. Lorsqu'on voit que non, l'allure où on voit depuis 2015, les élections ne seront pas organisées pour des raisons évitables, alors ils disent que non, ça pose un petit problème. Il y a un bémol qui est posé par rapport à notre cahier des charges.
Raison pour laquelle j'ai dit qu'il doit y avoir des cadres référentiels. Je suis constant par rapport à telle vertu à ton égard. Alors, lorsque toi, tu t'égares de la vertu, alors je peux m'avérer inconstant. Là, on dit le même langage, mais voilà, en réalité, je ne suis pas constant parce que moi, je regarde beaucoup plus un cadre référentiel qu'on a placé, un objectif, une idée, une valeur, un idéal. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Alors, les raisons pour lesquelles je dis je vous rejoins, Jerry nous a parlé, nous a voulu nous amener dans une relativité qu'on n'a pas compris. Alors, par rapport aux acteurs politiques, moi, je pense... Sois plus précis et court. Voilà, je suis plus précis, je vais juste donner conseil. Parce que, quelque part, j'avais dit lors d'une émission, parce que la constance ici, en politique, là, je renvoie ça beaucoup plus à la loyauté. Et la loyauté, comme j'ai dit lors d'une émission, j'avais posé une question à mon père un jour. Bon, il m'a dit simplement, il faut faire comme vous avez convenu. Mais lorsque les politiques ne font pas comme convenu, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit le respect, c'est la politesse des grands. Je pense que lorsque les politiques congolais ne sont pas à même de respecter ce qu'ils disent, de respecter leurs engagements, je crois qu'ils ne sont pas des grands, donc ils font la base politique, ce sont des gamins. Et j'en appelle aux acteurs politiques à grandir. Voilà. Ok, merci Jerry. Merci Clémentine. Est-ce que l'homme politique congolais est constant ou non? C'est votre question. C'est dans leur prise de position. Dans leur prise de position. J'ai part de 60 à ce jour. Dans la majorité, je dirais non. C'est un homme inconstant dans la fidélité à ses engagements ou aux créneaux qu'il prône, pour ne pas dire très constant dans la diminution de ce qu'il veut défendre. Monsieur Pacifique disait tout à l'heure qu'il citait une série de personnes. Il a cité Feu Étienne Tshisekedi et les patriarches d'Izenga. Si on part sur le plan idéologique, je dirais que ces personnes n'ont pas été aussi constantes qu'on peut le penser. Parce qu'en effet, quand un lumumbiste travaille avec le PPRD qui semble être extrêmement social et très ouvert à l'extérieur, je pense qu'il y a un sérieux problème avec est-ce que je peux me permettre, avec un parti où on a une faible culture de nationalisme et qu'on est lumumbiste, je crois que ce n'est pas être constant dans l'idéologie qu'on prône. Quand on prend le cas du feu Étienne Tshisekedi, que d'aucuns appellent aujourd'hui héros, je pense que la constance ne doit pas être synonyme à la radicalité, surtout en politique. Quand vous êtes constant dans ce que vous croyez, je disais au départ que la constance en politique doit se comprendre avec la fidélité, mieux avec la loyauté. C'est-à-dire, quand les temps changent, il faut savoir s'adapter à ce temps-là sans renoncer à ce qu'on croit au départ. Et c'est ce qui manque le plus aux politiques congolais qui, aujourd'hui, et particulièrement en ce temps précis, est plus qu'inconstant, donc insultant à l'égard du peuple. D'accord, merci. Alors, es-tu du même avis que Jerry? Oui, Clémentine, pour répondre à votre question par rapport à la constance de l'homme politique congolais, je crois qu'il va falloir d'abord, pour revenir à ma réflexion, il faut d'abord savoir est-ce que cet homme politique a réellement un idéal? Est-ce qu'ils ont de base, des valeurs qui se sont donné le luxe de défendre pour rester constant ou inconstant par rapport à ces valeurs? Je dirais, je réponds d'emblée, pour la majorité, non. Pour la majorité, l'homme politique, regardez même la philosophie de parti politique. Vous pouvez arriver dans un parti politique, vous posez la question aux militants, quelle est votre philosophie, quelle est la philosophie de votre parti politique? Vous verrez que les gens vont rester sans réponse. Pourquoi? Parce qu'on a une autre conception de la politique. On a beaucoup plus une conception mercantiliste de la politique. On fait la politique pour avoir de l'argent, ainsi de suite. On n'a pas un idéal. Alors, face à une telle position, c'est difficile d'avoir une constance. Parce que je serais tenté à aller là où il y a les lucres, là où il y a mes intérêts, et j'irai. Et c'est ce qu'on remarque dans la classe politique congolaise. Mais, nonobstant ces faits, il faut quand même signaler qu'il y a quelques cas de constance, quelques cas isolés de constance. Moi, c'est mon opinion. Je pense qu'aujourd'hui, le G7, pour moi, c'est mon opinion, en tout cas, le G7, c'est un bel exemple d'une certaine constance. Parce que accepter d'abandonner certains privilèges, n'est-ce pas? Il y a des gens qui étaient ministres, qui ont accepté de démissionner pour aller à l'opposition, c'est pas facile.
on ne le voit pas tous les jours ici en RDC. Quelqu'un qui est ministre, il accepte de démissionner. Je me rappelle, il y avait un jeune ministre, c'est lui qui était ministre de la jeunesse et sport, alors qu'il y a eu des dissidents. Quand il y a eu cette décision, il y a eu des dissidents, des gens qui ont accepté de rester. Mais eux, au moins, ils ont eu le courage de partir. Je crois qu'on ne peut pas toujours fustiger l'inconstance de l'homme politique congolais. À côté, il y a des cas isolés, des hommes politiques qui sont quand même constants dans leur prise de décision. Voilà. D'accord, merci. Aaron a parlé du manque d'idéologie de la classe politique et il a aussi révélé une exception qui est le cas du G7. Simon, es-tu du même avis ou as-tu un avis contraire? J'aurais un avis contraire, à la fois à l'égard d'Aaron, tout aussi bien de Jerry. Moi, je pense que l'homme politique congolais est resté constant. Constant non pas dans ses vertus, mais constant dans ses vices, constant dans ses erreurs, constant dans son tâtonnement. Si vous analysez la situation politique de 1960, vous suivez les débats politiques, vous suivez ce que l'on reprochait aux hommes politiques de 1960, c'est les mêmes choses que vous retrouvez en 80, c'est les mêmes choses que vous retrouvez aujourd'hui. Je pense que la constance au milieu, parce que la constance n'est pas toujours constance envers le bien. On peut également rester constant dans ses erreurs, on peut rester constant dans le mal. Et je pense que c'est vraiment le cas des hommes politiques congolais. Quand Aaron essaie de donner l'exemple de ceux-là que lui trouve constants, heureusement qu'il a commencé par spécifier que c'était son opinion, mais je lui dirais que même si c'est son opinion, j'ai le droit de m'y opposer, de mettre une opinion contraire. Je ne pense pas que le simple fait de changer de camp, comme celui-là, bien sûr en changeant de discours, soit un modèle de constance, parce que ce groupe de G7 que vous qualifiez de constant, qui semble-t-il aurait quitté un camp pour soutenir, je ne sais pas moi, le respect des délais constitutionnels, ainsi de suite. Souvenez-vous, certains d'entre eux, jadis, ont fait partie du clan de dictature du président Mobutu, à l'époque où il n'y avait ni délai constitutionnel, ni élection libre et démocratique, et tout d'un coup, certains se sont transformés en anges. Ce n'est pas ça ce que je qualifierais de constance selon les termes tels que vous avez appliqués. Moi, je pense par contre, comme je l'ai dit pour résumer, que les hommes politiques ils sont restés constants dans leurs erreurs, dans tout ce que nous disons d'eux tous les jours. Et ils sont dans une certaine constance tellement prévisible que parfois l'on sait même prévoir quelles seront leurs erreurs dans les jours à venir. Ok, merci beaucoup. Il y a Jerry qui demande la parole. Très très bien. Alors, cher Simon, j'ai pris les taureaux par le corne, tu l'as pris par derrière pour dire la même chose que moi. J'étais en train de dire que l'homme congolais est inconstant dans ses décisions. La constance ici, elle est prise à partir du point de départ, de ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui et que je ne sais pas faire demain. Je le dis aussi bien en disant que l'homme congolais, le politique congolais est constant dans la diminution de défense de ce qu'il a prôné au départ. Je crois que là, c'est quelque chose de très important. Tu étais en train de le dire, et bien du reste, que cette inconstance est de l'homme de 60, celui de 2006, de 2011 et de 2010. Je refuse par ailleurs qu'on garde cette image générale sans exception aucune, parce qu'en effet, les exceptions, il y en a toujours eu. Il y a de personnes qui sont restées ainsi depuis un moment jusqu'à... Aujourd'hui, je refuse qu'on dise, par exemple, du feu Étienne, qu'il a été très constant, parce que sa constance a été blessée par sa radicalité. Ça a été un monsieur vraiment constant, on doit le reconnaître, mais ça a été blessé par sa radicalité. Ce genre d'exemple, je pense qu'il faut les accepter. Par ailleurs, et ce qui est d'ailleurs à saluer, le G7, ce n'est pas un exemple de constance. Parce qu'en effet, c'est un groupe de personnes qui a vu que les bateaux étaient en train de tanguer et se disent, bon, on va fuir les naufrages, on sort de l'autre côté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des postes, et maintenant qu'on a nommé tel ou tel autre, ils ne savent pas faire autre chose que ça. Et pour preuve, il y a toujours eu des défactions de temps à autre. Je pense que notre homme, il est inconstant, généralement, et particulièrement constant pour certaines personnes. Ok, Aristote. Je récupère très vite Et sois plus bref, s'il te plaît. Simon, en étant tout bref, lorsqu'il parle de certains acteurs politiques qui sont G7, qui étaient sous la dictature, je dirais à mon cher Simon de sortir dans le prétexte, parce que lorsque le texte sort de son contexte, c'est un prétexte. En fait, nous sommes dans un
carcan démocratique, un carcan politico-institutionnel démocratique, ce qui repose sur la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle modifiée et révisée à 6 jours par la loi constitutionnelle 2011, 10-11, oui, qui prône, n'est-ce pas, les élections, les suffrages universels et tout ce qui est comme fondamentaux de la démocratie. Alors, à l'époque de Mobutu, ce n'était pas le cas. Lorsque vous avez vos idéaux, vous dites que non, on soutient le président Mobutu. On sait que non, le président est là. Donc, il n'y a pas d'élimination des mandats, on les soutient, c'est tout. Mais le cas de Joseph Kabila, c'est très différent. Le président Joseph Kabila sait qu'il est président, mais son mandat est limité à 2 ans. Mais lorsqu'on voit après, il est limité par 2 mandats. Et lorsqu'on voit au 2e mandat, il y a une mauvaise volonté politique, n'est-ce pas, de quitter le pouvoir. Donc voilà, et il a été interpellé de la plus belle manière. Lorsqu'on voit encore dedans, G7, lorsqu'on nous parle encore de certains dissidents, jusqu'à là, je n'ai pas vu, je crois que c'est sorti par Jerry, je n'ai pas vu des dissidents au G7. Il y a un seul patron, ce sont les 7 patrons, il y a un seul qui est Mwando Simba, qui est décédé, et puis je crois que c'est son fils Christian qui fait un peu d'études, l'ancien argentier du Katanga, du ministère des Finances, comme on parle du gouvernement de Moïse. Voilà, je pense qu'il a pris un peu la place de son père, mais en tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui a quitté le G7. Ok, merci, on va je ne fais pas l'avocat du G7, mais je suis en train de faire une analyse libre. Je veux réagir. Je ne fais pas partie du G7, donc rien du tout. D'accord, Simon. Je veux réagir non pas à ce que venait de dire Jerry, parce qu'il prétendait qu'il tenait le taureau par ses cornes et par derrière, mais en l'entendant parler, j'ai plutôt eu l'impression que tous deux nous tenions le taureau, l'un par l'une des cornes et moi par l'autre. Par contre, ce sont les propos d'Aristote qui me dérangent. Déjà que je lui demanderais dans son raisonnement qu'il sorte un peu de son carcan juridique. Le contexte juridique tel qu'il est en train de dresser. Je me demande aussi de renoncer à mon serment d'avocat. Je peux pas, mon cher ami. Je parle du raisonnement en tant qu'opération intellectuelle. Ouais, mais pas de sortie de mon carcan juridique. S'il te plaît, je prêtais serment de respecter la loi. On peut l'écouter, s'il te plaît. Merci. Je disais que lorsque nous parlons de la constance des acteurs politiques, ce sont une constance non pas au regard de certains textes qui peuvent être changés à n'importe quel moment. Tu es juriste, tu le sais. Moi, je pense que dire qu'à l'époque du président Mobutu, puisque c'était la dictature, qu'ils avaient le droit de soutenir la dictature et que maintenant, non, ils doivent changer. Non, moi, je pense que quelqu'un qui a l'idéologie démocrate, même lorsqu'il est dans une dictature, il soutient la démocratie, il milite pour la démocratie, il se bat pour ça. Et lorsque l'on est dans une situation de démocratie, bien évidemment, il continue le même combat. Je pense que c'est ça que l'on qualifierait de constance. Mais dire que puisque nous étions dans la dictature, ils avaient le droit d'être contre la démocratie et que tout d'un coup, puisque les textes ont changé, qu'ils deviennent démocratie, je n'arrive pas à comprendre à quel moment a eu lieu cette conversion. Non, je fais que circonscrire le débat. Parce que je n'ai pas dit que la démocratie était une valeur, une vertu universelle. Je sais là où il n'y a pas de démocratie, il y a quand même certaines avancées. D'accord? On connaît bien d'exemples. Oui. Ok, merci beaucoup. Constance et inconstance, le cas de la RDC est l'exemple parlant, avec tous ces hommes politiques qui retournent leur veste aux révolutions, à toute révolution. Quelle lecture faites-vous de ce constat? Là, je reviens vers Simon. Oui, je pense que ça revient dans la même chose que j'étais en train de dire. C'est pourquoi je suis revenu vers vous. Oui, c'est cela même leur constance, parce que la réalité restait la même. Aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, avant de parler de constance ou inconstance, il faudrait savoir qu'on est resté constant à quoi? Est-ce par rapport à un idéal? Est-ce par rapport à une vertu? Est-ce par rapport à un objectif? Aujourd'hui, nous avons une panoplie d'hommes politiques. Nous ne connaissons pas véritablement c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur vision. Déjà que nos partis politiques, je ne sais pas, on n'a jamais parlé de vision politique ou économique de certains partis politiques. Quand aujourd'hui je vois le PPRD et l'UDPS s'opposer, je me demande ils s'opposent sur base de quelle idéologie. Il me semble que les deux sont des partis sociaux-démocrates. Mais quel est le point de discorde? C'est comme ça que je dis, tant que nous ne connaissons pas ce que veulent nos hommes politiques, nous n'arriverons jamais à comprendre le retournement des situations. Je ne sais pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui était dans un camp et qu'au bout de quelques jours, il se retrouve dans le cas immédiatement opposé à celui-là. Vous pouvez qualifier ça d'inconstance par rapport au choix politique, mais moi je pense qu'il y a un idéal qu'il poursuivait, qu'il retrouvait dans un camp et qu'il est allé retrouver dans l'autre. Cet idéal peut être idéologique ou matériel, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut commencer d'abord par connaître ce que veulent ces hommes politiques.
Ok, alors est-ce normal que le farouche opposant d'hier devienne un allié d'aujourd'hui? Tout est question de ceux pour lesquels l'on se bat. Lorsque l'on se bat véritablement pour l'intérêt commun et que dans le but de garantir cet intérêt commun-là, l'on est obligé de composer avec celui qui était l'adversaire politique hier, je suis d'accord. Mais lorsque c'est juste pour des intérêts personnels, parce que je dois m'associer à celui-ci, parce qu'ensemble nous allons gagner, nous allons avoir des postes, je pense que c'est quand même assez bas. Ok, merci beaucoup, Jerry. Oui. Alors, partons d'abord de la première question posée à Simon. Je crois qu'il faut se poser une question. Est-ce que nous avons des politiques dans ce pays, s'il faut le penser concrètement? Je pense que non. Quand on se décrète politique par la force du circonstance, on ne l'est pas au fond. Parce que je pense qu'un politique, pour moi, c'est celui qui pense l'État, la nation, par-dessus toute chose et avant toute chose. Quand vous avez des personnes qui, piquées par une moustique, je veux dire, même parce qu'elles viennent créer une certaine maladie à la RDC et qui veulent devenir politiques, c'est pas là les politiques. Alors, est-ce normal qu'un opposant devienne un allié du pouvoir en place? C'est naturellement normal. La question d'intérêt pose un sérieux problème. Si l'intérêt, c'est sauver la nation, oui. Mais tant que l'intérêt ne sera pas sauver la nation, ce n'est pas les cas. C'est pour ça même que je parle de la constance en comparaison avec la fidélité qui peut s'adapter aux circonstances. Ça veut dire que nous partageons de convictions différentes, mais pour une raison supérieure à nos convictions, nous sommes tenus de nous dépasser afin de défendre notre nation. À partir de ce moment, un opposant qui refuserait de s'allier à la majorité devient le diable de la République. Un homme au pouvoir qui refuserait de tendre la perche à l'opposition pour sauver la nation, celui-là aussi devient un meurtrier. Jerry a dit que c'est normal qu'un farouche opposant d'hier devienne un allié d'aujourd'hui. Es-tu du même avis, Aristote? Bon, moi, je ne pense pas. Je ne suis pas de cet avis-là parce que j'avais évoqué tout au début de l'émission que je tenterais de prôner, n'est-ce pas, cette constance, mais il y a quand même un bémol qui a été posé et qui est le principe du dynamisme dans la politique. Alors, il ne faut pas être dans des sentiers bâtis, hein. Il faut essayer un peu de sortir de ces carcans, des clichés. J'avais bien suivi religieusement, je n'ai pas voulu intervenir, mais je vais quand même y revenir. Lorsqu'il faisait comparaison Palou, PPRD, comment est-ce qu'ils pouvaient être ensemble? Mais je me dis c'est une aberration rationnelle. Bon, mon Dieu. Enfin, aujourd'hui, de par le monde, on sait lire l'exemple, comment est-ce que les gens évoluent. Hein, il y a quand même des évolutions, déjà évoluées. En France, là, Macron a apporté un vent nouveau où il y a les socialistes qui sont ensemble avec les républicains, les gens de l'UMP, il y a la droite et la gauche, ça s'est fait un peu partout au monde. Bon, pour ne citer que ces cas-là, on voit quand même certaines choses évoluent. Et raison pour laquelle je disais, il faut avoir des choses un peu qui sont un peu au-delà de nous-mêmes. Je crois que le terme a été utilisé par Gélus, la part des choses supérieures. Moi, je dirais la transcendance. Il faut être transcendant, d'accord? Et puis, raison pour laquelle j'étais en train de faire, n'est-ce pas, en train de poser, n'est-ce pas, certains points sur lesquels on devrait se recroqueviller pour avoir cette solidité-là dans les cadres de la constance. Hein, je parlais, n'est-ce pas, des cadres référentiels, je parlais des valeurs, je parlais des vertus, je parlais des idéaux, je parlais de principes. C'était ça. Si la personne se démarque de ces principes-là, vous démérez dans les 10 principes, enfin, vous n'avez pas trahi, vous n'êtes pas. Votre loyauté se justifie dans ce que vous avez posé. Voyez-vous? Alors, dans ces cas-là, moi je pense qu'il faut essayer un peu de mettre d'eau dans le vin, il faut regarder les circonstances. Il y a par exemple, ça et là, lorsqu'il y a peut-être des situations, bon, je ne souhaite pas pour le cas de notre pays, hein, des situations anormales. Hein, il y a des situations anormales qui surviennent suite à un désordre politique, suite à une crise. D'accord? Suite à une crise, quand on parle d'état d'urgence, on parle de l'état précaire, hein, c'est-à-dire un état post-conflit, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'États, je finis par là, lorsqu'on parle de certains États qui
qui viennent de connaître certaines situations, des revendications, un assentiment national généralisé. On parle souvent de ce qui est dans le jargon politique, le gouvernement d'union nationale. On a entendu parler en Tunisie, je finis par là, on entend parler en Tunisie, en Syrie, c'est-à-dire les gens se dépassent, ils font la transcendance. Ok, merci. Pour montrer que non, il n'y a pas toujours de clichés, il faut seulement être d'un camp pour composer avec les siens. Merci mais beaucoup, on peut seulement Aristote. voir au nom des intérêts supérieurs Merci. des États. Pacifique. Merci Clémentine. Mes co-débatteurs ont tellement émis des idées avec beaucoup de pertinence, puisque ce sujet de la constance et de l'inconstance nous fait beaucoup dire, mais j'aimerais quand même dire que j'ai été contredit, autant soutenu que lorsque j'ai amorcé la pensée, mais seulement s'il faut voir cette permutation, cette mutation d'un homme politique qui doit quitter l'opposition pour rejoindre la majorité. Moi, je suis en train de cerner cela juste au niveau de l'idéal. Quand on veut quitter un camp pour aller dans un autre, cela doit franchement se cadrer par l'idéal. Lorsque vous quittez avec quel objectif? Si c'est pour sauver la nation, ça c'est bon, comme Jerry l'a dit. Mais si c'est pour sauver sa famille, sauver son propre ventre, franchement, cela n'est pas du tout normal parce que on ne change pas d'avis, on ne change pas d'idéologie pour le simple plaisir de vouloir changer. Mais quand on change d'idéologie, ça peut être au niveau de la sauvegarde de la nation. Quand on voit aujourd'hui, on prend l'exemple peut-être la France, le tout premier gouvernement de Macron, on a remarqué combien de défections. Il y a eu de démissions, 4 ministres ont démissionné dans 2 ou 4 semaines du début de leur fonction. C'est pour dire que cela n'avait pas été seulement parce qu'ils devraient travailler pour nourrir leur ventre. Ils se sont vus peut-être que voilà, l'idéologie que nous avons trouvée ne marie pas à ce à quoi nous sommes fixés depuis le début de notre fonction politique. Donc, dire qu'un homme politique doit quitter ici pour aller dans un autre camp, cela, au Congo particulièrement, se fait, mais pas de la bonne manière, parce qu'aucun homme politique, je donne mon exemple, moi je ne m'engage que mes propos, je n'ai vu aucun homme politique qui a quitté un camp pour aller dans un autre depuis les années 2005 jusque-là, et qui a servi la nation, sincèrement. Quand on quitte, on va et c'est fini, on perd même l'aura, on perd même la crédibilité. Un exemple? Loin de moi la pensée de pouvoir indexer les hommes politiques, mais seulement quand on analyse cela, on trouve que quand on fait la politique, c'est pour aider la cité, aider le développement de la cité, pour nourrir la cité. Et donc, mais cela doit être basé sur une idéologie. C'est comme ça que moi je dis, quand j'ai pris l'exemple de Etienne Tshisekedi, du feu Etienne Tshisekedi, et l'exemple de patriarche Antoine Gizenga, c'est que ce sont des gens, lorsque vous analysez leur parcours, ils se sont basés sur une certaine idéologie, quoique la dynamique de l'évolution politique pourrait faire beaucoup plus de manifestations, mais ces gens-là ont su garder leur... La radicalisation n'est pas du tout synonyme de blessure, comme les amis l'ont épinglé. La radicalisation plutôt a fait de certains politiques la race normale d'une bonne politique. Voilà pourquoi j'aimerais... Une affaire qui défraie la chronique ces derniers jours, il s'agit de la désignation du président de la SANSA. Quelle est votre opinion sur ce point, Aaron? Oui, merci beaucoup Clémentine. Je vais revenir un peu en arrière. Vous parlez juste en 2 mots, le retournement des situations. Je veux juste dire qu'on doit essayer de contextualiser les choses. Lorsque vous dites que les opposants d'hier, aujourd'hui, qui composent avec la majorité, je crois que pour notre cas précis, c'est important de contextualiser, de voir dans quel contexte ces gens ont rejoint l'autre camp. Et là, on comprend directement que c'est pas une affaire d'idéal, comme on a évoqué l'idéologie, ainsi de suite. Mais je crois que chacun de nous a la réponse sur cette question. Alors, pour revenir à la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord. Bon, c'est quand même avec beaucoup de tristesse, beaucoup de peine que j'ai reçu cette information. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours décrié sur ces plateaux, les respects de texte. Bon, les histoires sont un peu compliquées. Dans quel sens? Quand vous voyez les textes,
au niveau de l'accord de la Sainte-Sylvestre, on a dit que le poste du président du Conseil national du suivi de l'accord revenait au président du Conseil de sages du rassemblement. Très bien. Et ce n'était pas intuitif personnel pour dire que ça revenait au feu Étienne Tshisekedi. Alors, dès lors qu'il existe un nouveau président du Conseil de sages du rassemblement, logiquement, ce poste lui revient directement. Mais malheureusement, vous êtes témoin de cette fissuration qui a été d'ailleurs intentionnellement créée par les camps adverses du rassemblement. Et du coup, on se retrouve face à deux présidents du Conseil de sages du rassemblement. Alors là, nous sommes devant un dilemme. Qui placer finalement? Alors je pense que face à cette situation, il a fallu quand même trouver une sorte de consensus pour trouver quand même quelqu'un qui a un profil, n'est-ce pas, un profil aussi intellectuel, un profil acceptable par tous. Mais malheureusement, je n'ai pas l'intention de faire une fixation sur les individus, mais malheureusement, à mon avis, c'est une nomination que je peux qualifier d'un mort-né. Voilà. Okay, merci. Elie. Merci. Moi, je crois que quand on pose la question, je vais y revenir tout petit peu, dire si l'opposant d'aujourd'hui peut devenir... Tu peux y répondre en 2 mots, s'il te plaît, oui. Parce qu'on est presque Oui, à la fin. j'allais dire que nous sommes dans la démocratie, parce qu'on a évoqué la question des intérêts. En fait, l'intérêt de la politique, c'est que la nation, le social ou la nation, en gros, évolue. Tout le monde qui fait la politique va dans ce sens, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Et dans les jeux démocratiques, il y a ceux qui ont gagné par les élections, qui sont au pouvoir, et ceux qui restent la minorité pour contraindre justement ceux de la majorité à respecter les normes. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que les opposants doivent migrer de l'autre camp pour dire que leur plan est parfait. Je ne crois pas. Alors je viens à la désignation de M. Olengankoy. Moi je crois que ce n'est pas vraiment la personne de M. Olengankoy qui pose problème. Je crois que c'est une question, encore une fois, des intérêts. Parce que le poste a été sollicité par le Front, l'UNC. Je me demande, si on avait nommé, par exemple, M. Vital Kamerhe ou Mme Eve, est-ce que ceux de Olengankoy seront d'accord? C'est une question qui se pose. Oui, c'est une question qui se pose. Aaron a dit que... il faut chercher le consensus. Mais le consensus en politique actuellement, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne qui fait l'unanimité entre les politiciens. Et c'est quoi l'alternative finalement? S'il n'y a plus personne qui fait l'unanimité. Je connais l'alternative. Et c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est que le peuple doit se désolidariser de ces gens-là. Aucun politicien n'aspire confiance. Vous voyez, aucun politicien n'aspire confiance en ces jours. Même si on nommerait, je ne sais pas, Vital Kamerhe ou Mme Eve ou je ne sais pas qui, ou Félix Tshisekedi, personne ne serait d'accord. Et puis il faut voir pourquoi qu'est-ce que le CNC est venu faire à 6 mois pratiquement de la date du 31 décembre. Est-ce qu'il est venu justement confirmer ou rendre légal les propos de M. Corneille Nangaa, ou soit le CNC est venu vraiment pour être comme un appui à la démocratie et aller enfin aux élections le 31 décembre. Ce sont des questions qu'on se pose. Ignorons d'abord la personne de M. Olengankoy, parce que le consensus actuellement, je ne crois pas que ce soit quelque chose de probable en fait. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Aristote? Oui, très rapidement, je commencerai d'abord par prendre le propos d'Aaron qui Est-ce que tu peux simplement répondre à la question? Ça fait partie de ma réponse, Madame Clémentine. Hein. Ça fait partie de ma réponse. Okay, il faut me laisser m'exprimer. Ok, alors, mais sois plus bref, s'il te plaît. Bien sûr, je sais que je serai bref. Alors, Aaron a parlé que le poste de du président du CNSA qui ne revenait pas intuité personné Tshisekedi, c'est tout le contraire en fait. Ça revenait intuité personné à M. Tshisekedi, je sais, les juristes sont là. Il faut voir les... Non, je vais être jeune. Moi, je suis juriste, je fais l'exagèse. S'il te plaît, tu passes le temps au lieu de répondre à la question. Tu passes du temps, s'il te plaît. On fait le débat, Clémentine. Réponds à la question, alors, merci. Il faut vérifier les travaux préparatoires de la cité, pardon, de Centre-Espère de Cézanne. On avait vu comment essayer d'apaiser tout le monde, parce que les problèmes c'était Tshisekedi Kabila. Il fallait trouver à Tshisekedi quelque chose. Si Tshisekedi, écoutez, la disposition c'est bien beau. Et la disposition c'est bien beau. Lorsqu'on dit intuité personné, on regarde la ratio légis, l'intention du législateur, la loi, l'intention de la loi.
Alors, lors des assises, on a dit qu'il fallait trouver une place au président Tshisekedi parce que les deux nœuds du problème sont là, Kabila, Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Si le rassemblement n'existait pas, je donne ma main coupée, on allait dire le poste du président du CSA revient au président de l'UDPS. Donc c'était un poste, on regarde les raisons pour lesquelles je te donne en appui de fait. Tenez, Madame F. Bazaïba revendique le même poste. Elle sait qu'elle n'est pas présidente du rassemblement. Monsieur Vita Kamé est président de l'UNC. Il revendique, écoute, il revendique le même poste. C'est au nom du fait que, écoute, ces deux revendications sont dues au nom du fait que le poste revenait intuité personnel au président Etienne Tshisekedi. C'est pas les autres qui vont me contredire. Peut-on tout de même lui donner une chance? Par là, avec M. Olingankoï, tout rapidement, j'ai dit, parce que la question m'a été posée, j'ai fait politesse en disant que non, je ne peux pas réfléchir sur la nomination de M. Olingankoï pour les raisons d'hygiène mentale. Ok, ok, d'accord. Peut-on tout de même lui donner une chance pacifique? En tout cas, c'est une question épineuse, franchement, à la personne de M. Olingankoï, parce que il va falloir sincèrement faire beaucoup de réticence. Personnellement, je fais beaucoup preuve de décence oratoire, parce que la politique, ça commence à devenir beaucoup plus... Élie a parlé de la pas de la personne physique, mais de la personne morale, au fait. De la personne morale oui. En termes de président du CNSA. Oui, oui. Oui, bon, en termes de président du CNSA, franchement, il faut voir le chronogramme. Nous sommes dans une phase plutôt, je dirais, pratiquement ambigu en termes de réalisme, parce que quand on analyse déjà les propos de M. Corneille Nangaa et analyser ce qui s'est fait pour d'ailleurs mettre en place, asseoir le CNSA, franchement, on ne sait pas réellement si le CNSA va devoir travailler pour qu'il y ait élection en décembre, puisque l'autre camp nous parle des élections ipso facto 31 décembre, l'autre camp du rassemblement est limité. Et donc, dire que M. Olingankoï, en tant que président du CNSA, aura la tâche facile pour nous donner des élections au mois de décembre, en tout cas, ça n'aurait pas beaucoup plus de merci beaucoup, Pacifique. Simon. Qu'est-ce que je pensais par rapport à la nomination de M. Olingankoï? Je dois dire que par rapport Est-ce qu'on peut-on lui donner une chance? Oui, je voulais dire que par rapport à la question de la nomination de M. Olingankoï, je suis resté totalement indifférent par rapport à cette question. Je ne me suis ni contenté, ni plaint non plus, parce que je ne vois pas l'intérêt pour que dans toute une nation, nous commençons à discuter sur les animateurs d'un organe qui n'est ni constitutionnel, ni légal. Ce n'est pas prévu dans la Constitution, ce fameux CNSA. Ce n'est prévu par aucune loi. Les discussions sont encore au niveau du Parlement. Et donc c'est un organe créé par certains acteurs politiques entre eux. C'est bien dit de suivi de l'accord. L'accord signé entre qui? Entre eux. Un accord ne lie que ceux qui l'ont signé. Donc, ça ne peut lier que à la démocratie. Les institutions d'appui à la démocratie sont prévues par la Constitution. Et la Constitution dit on donc je pense que est-ce qu'il peut finir, s'il te plaît? Je pense que c'est ce conseil-là, au stade où l'on est, puisque ce n'est prévu, comme je disais, ni par la Constitution, ni par une loi, ça ne peut lier que ceux qui étaient acteurs de cet accord. Moi qui ne suis pas acteur de cet accord, j'en reste totalement indifférent. Mais si nous devons discuter sur cet organe d'ailleurs, non seulement que je serai très bref. Non seulement qu'il n'est pas prévu par les textes, mais quelle en est la finalité? On dit pour le suivi de l'accord. L'accord prévoit. Quelle est la finalité de l'accord? C'est l'organisation des élections. Qui organise les élections? La CENI, bien sûr, avec l'appui du gouvernement. Mais ces deux organes-là cités ont déjà des organes qui sont censés les contrôler dans leur fonctionnement, dans leur... Les organes existent déjà. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on va créer un autre organe alors qu'il existe déjà des institutions prévues et créées par la Constitution. Et donc, je dis cela pour dire que je doute fort de l'efficacité de cet organe, parce que je me demande, suivi de l'accord, mais quels sont les moyens de sanction? Au cas où l'on constate que l'une des parties ne respecte pas les termes de l'accord, quels sont les moyens des contraintes dont il dispose pour amener l'autre partie au respect de ce qui était prévu dans l'accord? Je n'en vois pas,
Parce que je ne vois pas que pourra faire ce conseil face à un chef de l'État, face, je ne sais à quelle autre autorité. Donc je reste totalement perplexe et totalement indifférent par rapport au sort merci beaucoup, Simon. de cet organe. Jerry, sois plus bref, s'il te plaît. Je ne conteste aucunement la nomination de M. Olenga Nkoy à ce poste. Est-ce qu'il faut lui donner une chance? Bon, il a toutes les chances du monde avec lui, parce que la seule chance qu'il faut donner au peuple congolais, pour moi, parce que ce n'est pas de lui qu'il s'agit essentiellement, c'est que l'autre partie du rassemblement ne fasse pas les pourris gâtés pour qu'on revienne sur les mêmes choses. Il faut rester cette fois-ci avec la vertu de la constance à dire élection 31 décembre 2017 ou jamais. C'est toute la raison que nous pouvons avoir à ce jour dans le chef des politiques. Quant à M. Olenga Nkoy, on lui a trouvé un poste comme on voulait en trouver aux autres. Il peut se frotter les mains, il va quand même goûter au beefsteak, il saura combien ça goûte, parce que c'est la première fois depuis qu'il est acteur politique qu'il soit aussi très 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 proche de ce qu'il a toujours désiré. En tout cas, quant à nous, nous attendons les élections au 31 décembre. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Nous voici arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Cogito, le grand débat de jeunes. Le thème de ce soir était, je cite, « L'inconstance est si naturelle à l'homme que la constance est une exception ». C'est une citation d'Eugène Marbeau, un écrivain français qui a vécu du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ainsi, nous remercions toute l'équipe technique pour leur soutien, pour tous qui aimeraient participer à l'émission, comme tous les cogiteurs que vous voyez sur ce plateau. Nous vous rappelons que nos coordonnées sont juste affichées au bas de l'écran. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit au prochain numéro. Bye bye. Bye.